Et si l'Europe avait elle-même sa propre arme nucléaire? Alors évidemment, la question ne sort pas de nulle part, mais plutôt de la bouche d'Emmanuel Macron. Regardez ce qu'il disait lorsqu'il a évoqué cette question avec des jeunes européens. Parce que c'est vrai, rappelons-le quand même, la France est aujourd'hui le seul pays de l'Union européenne qui possède l'arme nucléaire. Il dit « Je suis pour ouvrir ce débat qui doit donc inclure la défense antimissile, les tirs d'armes de longue portée, l'arme nucléaire pour ceux qui l'ont ou qui disposent sur leur sol de l'arme nucléaire américaine. » Et il complète ensuite en disant « Mettons tout sur la table et regardons ce qui nous protège véritablement de manière crédible. » Bonne ou mauvaise idée sur le papier, Claude Blanche-Maison? D'abord, seule la France, comme vous venez de le suggérer, pouvait avoir cette idée, puisque à l'intérieur de l'Union européenne, seule la France aujourd'hui dispose de l'arme nucléaire. Deuxièmement, c'est aussi peut-être le moment, parce qu'un certain nombre de pays de l'Union européenne constatent, à cause de la guerre que la Russie mène en Ukraine, que l'Europe n'est pas nécessairement bien défendue et qu'elle le sera encore moins si Donald Trump est élu au mois de novembre prochain. Par conséquent, en effet, on voit bien que les pays comme les pays baltes, comme la Pologne, se posent des questions. Et le discours d'il y a quelques jours, deuxième discours de la Sorbonne d'Emmanuel Macron a été plutôt bien accueilli dans ces pays-là. Donc ce que propose Macron, c'est d'ouvrir la discussion sur l'ensemble des couches de la dissuasion, les éléments traditionnels, enfin les éléments comme les missiles, comme tout ce qui est protection anti-aérienne, mais aussi, en effet, de parler de la dissuasion nucléaire. Parce que les militaires nous ont expliqué, et ils ont eu raison de le faire ces derniers jours, que pour ce qui concernait l'usage même de l'arme nucléaire, il y a un seul bouton, et il ne peut pas y avoir une discussion à 27 ou à je sais pas combien, pour savoir si on peut appuyer sur le bouton ou pas. Ça restera évidemment le privilège du président de la République française, mais il peut avoir dans les considérations qu'il fait pour user de cette faculté, en effet, le souci d'étendre ce qu'il considère comme un intérêt vital pour la France à d'autres pays européens. Par exemple, si Berlin était attaqué, pour prendre un exemple précis, il est tout à fait clair qu'un intérêt vital de la France serait en jeu. Mais quand on parle là, Pierre Ménard, de partage du nucléaire, est-ce que ça veut dire qu'on utilise ce qui est français pour le rendre européen? Est-ce que ça veut dire qu'on dote l'Europe à ce moment-là d'autres moyens nucléaires? Parce que là, c'est très long et très cher. Est-ce que ça veut dire... Enfin, il y a plein de questions qui se posent. Oui, à quelle échelle? Pour clarifier, je crois qu'il faut distinguer deux choses. Il y a d'abord, comme l'indiquait Claude à l'instant, ce que la France considère comme ses intérêts vitaux. Et là, à la limite, il n'y a pas forcément besoin d'une longue discussion, d'accord ou de traité avec les Européens. La France peut considérer, mais sans le dire à l'avance, considérer qu'effectivement, s'il y a une attaque contre l'Allemagne, fait partie de la défense de ses intérêts vitaux qui pourrait justifier le recours à l'arme nucléaire. Je vous interromps une seconde parce que c'est effectivement ce que dit Emmanuel Macron. Oui. Regardez, il dit la doctrine française est que l'on peut utiliser quand nos intérêts vitaux sont menacés. J'ai déjà dit qu'il y a une dimension européenne dans ces intérêts vitaux. Ça, c'est quelque chose qu'il peut dire maintenant sans vraiment s'écarter complètement de la doctrine française qui a une part de vague. Mais il y a une deuxième chose qui est avancée par le président de la République dans son discours très longuement, qui est l'édification, le moment venu, d'une défense européenne. Et là, si vous voulez, une défense européenne, si vous voulez, ça peut être comparé, si ça existe un jour, ça peut être comparé à un puzzle. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs pièces, et en fait, c'est au moment où on mettra la dernière pièce que le puzzle pourra fonctionner. Et dans ces pièces, il y a beaucoup de choses. Il y a la définition d'une stratégie commune. On a commencé avec la boussole stratégique. Il y a naturellement l'effort de dépenses militaires. Il y a la désignation des menaces. Il y a l'industrie de défense, bien entendu. Il y a la coordination qu'on pourra avoir entre Européens et, in fine, la doctrine d'emploi qui viendra à la fin, et voilà, qui pose un problème compliqué parce que, comme l'a dit d'ailleurs le président de la République, il y a en Europe effectivement la dissuasion française, mais il y a aussi des pays qui sont aujourd'hui dotés de l'arme nucléaire par les États-Unis, avec une décision qui n'appartient qu'aux États-Unis. Il y a le cas du Royaume-Uni aussi. Donc on est dans une situation complexe et aujourd'hui, si on parle de défense européenne, alors effectivement, je suis d'accord sur le fait que c'était une idée française qui n'avait pas beaucoup d'écho jusqu'à il y a quelques temps. Là, depuis quelques mois, il y a un écho, notamment à l'est de l'Europe, des pays qui étaient complètement rétifs. Moi,
j'étais en Pologne, si vous voulez, il ne voulait pas en entendre parler, naturellement. Il ne parlait que États-Unis. Aujourd'hui, il y a à la fois la menace russe et le retrait possible des États-Unis, donc il commence à être intéressé. Mais ne nous cachons pas une chose, si vous voulez, c'est une perspective, si elle devait se concrétiser, qui est de l'ordre de 10, 15 ans minimum. Ouais. Donc on est vraiment dans deux temporalités. Il y a l'usage possible de l'arme nucléaire par la France avec une conception large des intérêts vitaux, puis l'édification d'une défense européenne qui, aujourd'hui, peut être un peu plus possible que dans le passé, mais qui prendra beaucoup de temps. Aurélien Duchesne, imaginons justement une défense nucléaire européenne, avec une arme nucléaire européenne. Pas la France qui la prête ou qui la loue, juste quelque chose de vraiment européen. En effet, Claude Blanche-Maison soulevait une question très intéressante. Qui appuie sur le bouton ? On ne va pas mettre 27 clés pour s'assurer qu'on puisse la faire partir. Comment on gère ça ? C'est littéralement impossible. Oui, on ne peut pas aller sur un système. Alors, si on fait une comparaison un peu osée, quand l'URSS était en train de s'effondrer et qu'il y avait l'idée de garder une forme d'union des républiques dites souveraines, qui aurait été l'URSS non communiste, s'était posé la question d'avoir une arme nucléaire dite collégiale. C'est-à-dire qu'il y aurait eu la Russie en dernier recours par un ultime de l'arme nucléaire, mais les Kazakhs, les Ukrainiens, à l'époque, qui revenaient du sort, auraient eu un droit de regard, un peu un système dit de double clé. Pourrait se poser cette question pour l'Europe. Si on regarde des débats qui avaient eu lieu même en Pologne d'ailleurs, à l'époque où ça peut paraître bizarre, mais où des Polonais, il y a 20 ans, défendaient l'idée d'une armée européenne, où ils disaient ce serait le président de la Commission, c'était très minoritaire, mais où ils disaient le président de la Commission européenne pourrait être le chef politique d'une armée européenne. Et certains disaient déjà, c'était Kaczynski, qui est pourtant très europhobe désormais, disait ce serait le président de la Commission européenne qui aurait la décision de l'arme nucléaire. Enfin, si on en revient quand même vraiment à la France, si on européanise la dissuasion nucléaire parce qu'on aurait apprécié nos intérêts vitaux sur un mode européen, quand on regarde ce qui s'est déjà fait, notamment depuis Jacques Chirac avec le Royaume-Uni, où on part du fait que les intérêts vitaux du Royaume-Uni, s'ils étaient menacés, les autres, ceux de la France le seraient aussi inévitablement, on est un peu dans l'idée qu'on va forcément se concerter dans l'emploi de l'arme nucléaire. Que si nous, on devait tirer, les Britanniques le feraient aussi. J'ai envie de dire, la même logique serait au niveau européen. Le Macramer, est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque, si on partage notre arme nucléaire, que certes, ça renforce l'Europe, mais que ça fragilise, que ça affaiblisse la France ? Alors je crois qu'il n'est pas du tout question de partage de clés et que la décision de toute façon d'appuyer sur le bouton pour schématiser restera française quoi qu'il arrive. En l'état, il est question de rien puisque tout ça est encore une fois un débat ouvert. Au stade du débat, donc je crois que c'est surtout pas de ça dont il s'agit. En revanche, ce dont il s'agit, c'est de répondre et de prendre en compte en ce moment sur le continent européen une menace nucléaire de la part d'un agresseur qui s'appelle la Russie et d'une inquiétude absolue de la part de membres de l'Union européenne ou d'entrants à l'Union européenne qui sont sous le joug direct de cette menace. Donc il y a l'Ukraine évidemment, il y a la Pologne, il y a les pays baltes. Donc c'est aussi une façon de répondre à ceci, de répondre à cette inquiétude et aussi d'envisager, parce que c'est dans toutes les têtes, que va faire Trump s'il revient au pouvoir. Est-ce qu'il va continuer à nous protéger d'une certaine façon comme ça ? C'est une façon aussi de prendre le leadership à la France et c'est plutôt bienvenu. En tout cas, c'est un message très politique qui est envoyé de bons endroits parce que la situation, elle est quand même gravissime. Et quand Emmanuel Macron dit que la dimension de sécurité de la sécurité de la France a une dimension européenne, c'est on ne peut plus vrai. Et je voudrais rajouter quand même juste que la meilleure garantie de sécurité pour l'Europe, pour son architecture de sécurité, c'est de faire gagner l'Ukraine vite. Et ça, il n'y a rien qui remplacera quand même ce point de fait. Ça pourrait être le plus économique d'ailleurs à tout point de vue. Après, sur la question de la protection nucléaire sur le long terme, oui, pourquoi pas la France proposer un parapluie, c'est-à-dire façon OTAN, mais au niveau européen. Voilà, si un est attaqué, la puissance dotée, à savoir la France, la seule puissance dotée sur ce continent, peut répondre pour les autres. Ça me paraît pas complètement fou. Mais Pierre Ménard, quand même, entre ça, cette proposition d'Emmanuel Macron et ce qu'il avait dit il y a quelques semaines en disant qu'il fallait réfléchir peut-être à l'envoi de troupes françaises ou européennes d'ailleurs sur le sol ukrainien, on voit qu'il est vraiment, j'allais dire, à l'avant-poste, Emmanuel Macron. Est-ce que c'est un rôle qui se donne pour être, j'allais dire, le leader de l'Europe, ou est-ce que vraiment il a ça à cœur parce qu'il considère que c'est une question cruciale dans les prochaines années en Europe ? Personnellement, je pense qu'il faut distinguer les deux points parce que il est tout à fait normal que la France soit aux pointes en matière nucléaire, puisque, comme ça dit, c'est le seul pays doté. J'ajoute sur ce point, pour ne pas l'oublier, que le Brexit nous pose, si ceci devait avoir lieu, si cette réflexion devait être conduite à son terme, le Brexit nous pose un problème, puisque
il serait quand même un peu curieux et même, on va dire, absurde de considérer que on va faire une défense européenne sans le Royaume-Uni. Donc c'est pour ça que je dirais le volet institutionnel avec le Brexit devient plus compliqué. Et il faut peut-être réfléchir à faire quelque chose qui soit en marge et pas au sein de l'Union européenne. L'idée du président de la Commission, ça ne peut pas marcher, si vous voulez. Bien sûr, oui. Deuxièmement, alors sur l'autre sujet, donc qui est l'envoi de troupes, là, je crois que c'est différent. Là, ça a été un choix. Il propose quand même. Il propose met pas mal de choses sur la table. Il propose, mais là, si vous voulez, assez curieusement, autant il y a eu peut-être des réactions, on va dire, favorables sur un sujet si sensible qu'est le nucléaire, autant on a assisté, malgré tout, sur l'idée des troupes, on a assisté quand même à un grand scepticisme de la part des autres. Et donc, il l'a expliqué, l'ambiguïté stratégique, je suis d'accord, que c'était un concept nouveau, mais pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il est fédéré sur ce point. Donc, il a des alliés là-dessus quand même en Europe. Mais en fait, on ne sait pas. Notamment les Pays-Bas. Mais pas les Allemands. Oui, les Pays-Bas. Pas que les Allemands. Bien sûr, mais ça compte malgré tout. Ça compte. Ouais. Juste pour ajouter ce que vient de dire Pierre, c'est que la démarche de Macron était d'étendre le champ de la dissuasion. C'est-à-dire sous la rubrique n'excluons rien. N'excluons rien, pas même l'envoi de troupes. C'était pas l'idée on va envoyer des troupes demain matin, c'était n'excluons rien. Et c'était ça l'idée, c'était il faut envoyer comme signal à la Russie, à l'agresseur, qu'on ne s'interdit rien. On évaluera la situation en fonction de l'évolution de l'agression ou de l'évolution des combats en Ukraine. Et effectivement, certains ont voulu isoler ce point, pas même des troupes. C'était un élément de nous n'excluons rien, en réalité. Et de rattraper l'erreur historique de Biden. Le problème étant, nous n'excluons rien. Dans quelle hypothèse ? Parce que après cette déclaration, il y a eu un certain nombre de précisions. On a parlé d'Odessa, on a parlé de Kiev. Ça peut laisser entendre qu'ailleurs, les Russes peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc c'est ça qui est un peu gênant. Donc.